rivalité. Un mot à connotation négative qui évoque au premier abord l'opposition. Sauf que, paradoxalement, en 2004, deux tennismen sont sur le point de donner au mot rivalité une nouvelle connotation. Ça peut paraître étrange, mais ils s'apprêtent à rendre ce terme positif. En ce 28 mars 2004, Roger Federer et Rafael Nadal sont à l'aube de leur tout premier match. Ils ne le savent pas encore, mais ce match marque le début d'une des plus belles, voire peut-être de la plus belle rivalité de l'histoire du sport. Et cela car au fil des années, une troisième partie va s'y immiscer. Quelque chose de non palpable, mais quelque chose qui va sublimer leur histoire. Une amitié. What present are you gonna get me? Pour comprendre comment cela est possible, mais surtout pour admirer la beauté de cette histoire, il faut qu'on revienne là où tout a commencé, ce fameux 28 mars 2004. Nous sommes au 3e tour du Master 1000 de Miami et le public s'attend à un match déséquilibré. En même temps, c'est normal, car Roger est numéro 1 mondial alors que Rafa n'est que 32e. Mais au-delà du classement, quelque chose marque. Rafa et Roger sont sur le papier deux opposés. L'un est droitier, l'autre gaucher. Et tandis que le premier a été façonné par la rigueur suisse, le second l'a été par la fureur espagnole. Il en résulte ainsi deux styles, un artiste d'un côté et un guerrier de l'autre. Et enfin, évidemment, l'un est largement favori alors que l'autre est outsider. Mais aujourd'hui, ces statuts sont sur le point de voler en éclats. The shot of the match. He's done it. Rafael Nadal, 17 ans et 32e mondial, vient de battre le numéro 1. Mais ce qui rend l'exploit encore plus impressionnant, c'est qu'avant ce match, Roger Federer semblait presque invincible. Il est resté sur 28 victoires en 29 matchs et personne ne paraissait en mesure de le faire douter. Mais ce soir, un jeune prodige a réalisé l'exploit. Un exploit qui le fait passer en l'espace d'une soirée de jeune tennisman prometteur à sensation du moment. À tel point que même s'il s'inclinera quelques jours plus tard en 8e de finale, dans l'esprit du public, il aura gagné son tournoi. Pas le tournoi au sens strict, ni même le trophée, mais quelque chose de plus fort. Aujourd'hui, le jeune Rafael Nadal vient de marquer symboliquement l'histoire. Et en face, Roger Federer, le maestro comme on le surnomme, a lui pris un gros coup au moral. Mais bien qu'il n'ait que 22 ans, c'est déjà un champion. Il rebondit rapidement en gagnant notamment 2 tournois du Grand Chelem, portant son total à 3 cette année. Un point qui me permet de vous en dire un petit peu plus sur les tournois au tennis, car ça peut vite sembler compliqué. En fait, en très rapide, ils n'ont pas tous la même valeur, aussi bien en termes de points gagnés qu'en termes de réputation. Par exemple, les 4 plus prestigieux sont les 4 tournois du Grand Chelem, l'Open d'Australie, Roland Garros, Wimbledon et l'US Open. Chacun d'entre eux fait gagner 2000 points au vainqueur. Ensuite, il y a l'ATP Finals qui en fait gagner 1500, les Master 1000 qui, comme leur nom l'indique, en font gagner 1000, puis les ATP 500, 250, etc. qui fonctionnent de la même manière. Mais ce qui est important de retenir, c'est que l'objectif ultime pour un tennisman ou une tenniswoman professionnelle, au-delà d'être le numéro 1 mondial, c'est de réussir à réaliser un Grand Chelem calendaire, c'est-à-dire gagner les 4 tournois du Grand Chelem la même année. Et en 2004, Roger en a gagné 3, ce qu'on appelle un petit chelem. Ce n'est pas le grand, mais c'est déjà immense dans la carrière d'un joueur, car un Grand Chelem calendaire, c'est presque impossible à réaliser. Pour vous dire, chez les hommes, le dernier remonte à 1969. Le très jeune Rafael Nadal a donc fait tomber un immense athlète. Mais était-ce un coup de chance? Beaucoup se le demandent, donc forcément une revanche entre le Suisse et le Mallorquin trotte dans la tête du public. Mais les mois passent, et les deux ne se croisent dans aucun tournoi. Sauf qu'un an plus tard, en avril 2005, Roger Federer et Rafael Nadal vont enfin se défier de nouveau.
C'est la seconde fois de toute leur carrière qu'ils s'affrontent, et comme un symbole, c'est encore une fois au Master 1000 de Miami. Alors évidemment, une partie du public y voit là un signe. Mais sur le terrain, il n'y a pas de place pour ça. Roger est là pour montrer qu'il est bel et bien le patron, et Rafa pour marquer une seconde fois l'histoire. Ah, et il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Ce match, c'est une finale. Oui, le jeune Rafa a bien progressé depuis un an. Il joue en orange aujourd'hui, et on va vite remarquer cette progression. Roger Federer, qui est toujours le numéro 1 mondial depuis février 2004, vient de perdre les 2 premiers sets contre le 29e mondial. Vous l'imaginez bien, ça fait réagir le public. Certains sont sidérés, d'autres au contraire enthousiastes pour le jeune Rafa. Mais en tout cas, tout le monde est surpris. Alors, est-ce que le tournoi de Miami est désormais maudit pour Roger? Ou alors est-ce que Rafael Nadal est sa kryptonite? Beaucoup d'hypothèses fleurissent rapidement dans la tête du public, mais ce qui est sûr, c'est que pour son image et son moral, Roger ne peut pas se permettre de perdre. Il lui reste 3 sets pour se rattraper, et il ne peut plus en rater un seul. Bon, Roger n'arrive pas à inverser la tendance, on est donc à 4-1 pour Rafa dans ce 3e set. Tout semble fini pour le maestro. L'expérience a finalement pris le dessus sur la fougue de la jeunesse. Rafael Nadal n'a pas réussi à maintenir la même intensité tout au long du match. Et le sang-froid de Roger lui a permis de ne jamais lâcher pour gagner les 3 derniers sets. Mais force est de constater que Rafael Nadal a encore impressionné. C'est un match très solide de sa part et on distingue donc chez ce joueur des qualités remarquables. Notamment sur terre battue où il excelle tout particulièrement. Et justement, une des 4 échéances les plus importantes de l'année arrive à grands pas. Le tournoi de Roland-Garros, un tournoi du Grand Chelem qui se dispute sur terre battue, débute le 23 mai 2005. Une édition particulière pour Rafa, car faute de blessure depuis 2 ans, c'est son premier Roland-Garros. Mais il débarque en pleine forme. Désormais 5e mondial, il fait partie des favoris grâce à son aisance sur terre et ses récentes victoires. Ça va d'ailleurs vite se confirmer, car il arrive sans trop de difficultés en demi-finale. Mais en face, Roger, toujours numéro 1 mondial, marche sur l'eau. Lui aussi arrive en demi-finale, mais sans avoir perdu un seul set. Alors qu'à la différence de son rival, la terre battue est de loin la surface sur laquelle il excelle le moins. Et vous l'avez peut-être deviné, mais cette demi-finale oppose le Suisse au Mallorquin. Alors à quoi s'attendre? Est-ce que le nouveau 5e mondial peut battre le numéro 1? Pour le savoir, j'ai voulu me mettre dans la peau du public et estimer les chances qu'on lui aurait données à l'époque. En quelque sorte, quelle cote aurait eu ce match? Mais en 2005, ce n'est pas encore possible pour nous Français de parier sur des matchs de tennis. Du coup, j'ai un peu cherché et les bookmakers anglais estiment la cote du match à 1,5 pour Roger et 2,3 pour Rafa. Un léger avantage donc pour Federer, mais sur terre battue, Nadal se transcende. Il aurait donc été intéressant de pouvoir parier sur un tel match où l'exploit de l'outsider est possible.
Eh ben, bonne nouvelle, car de nos jours c'est faisable. Et en plus, Winamax qui sponsorise cette vidéo vous rembourse à hauteur de 100 € et en cash votre premier pari s'il est perdant. Pour cela, il vous suffit simplement de vous créer un compte en utilisant le lien en description, de déposer et de miser 100 € sur un premier pari, et s'il est perdant, il vous rembourse. Et je vous rajoute un petit tips, mettez le code INSTANT10, comme ça, il vous offre 10 € en plus. Mais avant que vous vous lanciez, je me dois de vous rappeler quelques petites choses. Il y a une phrase que j'aime beaucoup car elle résume parfaitement la conduite à tenir avec les paris sportifs. Il ne faut jouer que l'argent qu'on est prêt à perdre. Les paris sportifs, ce n'est pas un moyen de s'enrichir et ça ne remplace en aucun cas un travail. Ça, il faut vraiment bien le comprendre. Et évidemment, c'est strictement interdit aux mineurs. Voilà, vous savez tout. Voyons donc maintenant comment se déroule ce match et si les pronostics des bookmakers sont justes. Première manche, Nadal. 6-2 à 3. Deuxième manche, Federer. Les deux joueurs se rendent coup pour coup. Nadal gagne le premier set et Federer le second. Ils ont donc chacun encore 2 sets à remporter pour décrocher une place en finale. Une seule et même place, mais 2 enjeux différents. Pour le maestro, ce serait l'occasion de remporter le seul tournoi du Grand Chelem qui lui échappe. Et pour Rafa, celle d'entrer dans la cour des très grands avec un premier titre en Grand Chelem. Et troisième manche, Nadal. Nadal, changement de balle. Nadal. 6-3, 4-6, 6-4, 6-3. Rafael Nadal, 19 ans depuis 2 jours, vient d'atteindre pour la première fois la finale de Roland-Garros. Avec cette victoire, il s'offre la possibilité d'accomplir un rêve. Mais par la même occasion, il prive Roger d'un titre du seul tournoi du Grand Chelem qui lui résiste encore. Et quelle que soit l'issue de la finale, à ce moment le grand public se rend enfin compte que la défaite de Roger à Miami en 2004 n'était ni un faux pas de sa part, ni un coup de chance du Mallorquin. Aujourd'hui, il semblerait que le tennis mondial soit en train d'assister à l'éclosion d'un second prodige du XXIe siècle. Une intuition générale qui va s'amplifier 2 jours plus tard. Nous sommes le 5 juin 2005 et Rafael Nadal, 19 ans, vient de remporter son premier titre du Grand Chelem à Roland-Garros. Nadal, 3 manches à 1, 6-7, 6-3, 6-1, 7-5. Les professionnels du tennis le sentaient depuis quelque temps au vu de ses performances sur terre battue, les connaisseurs aussi, mais une grande partie du public l'a découvert avec ce titre. Un titre qui lui fera atteindre la 3e place du classement mondial à 40 petits points du second. Bon, c'est encore très loin de Roger, qui lui domine outrageusement le classement avec presque 2 fois plus de points que Rafa, mais c'est déjà un exploit pour son âge. Maintenant, il faut finir la saison et confirmer. Sauf que c'est au tour de Roger de briller. Le maestro gagne Wimbledon et l'US Open, alors que Nadal perdait les premiers tours. Federer a certes maintenant un adversaire de taille, mais il reste toujours et encore le roi du tennis mondial, loin devant Rafa.
qui arrive pourtant en cette fin d'année 2005 à la seconde place du classement ATP, et dont l'écart de points avec Roger s'est légèrement resserré. À eux deux, ils forment donc désormais un jeune duo de tête, qui malgré sa jeunesse, semble déjà dominer le tennis mondial. Mais entre les deux, Roger reste encore leur roi, ce qui se confirme l'année suivante en 2006, où il domine encore plus outrageusement le classement que la saison précédente. Pour vous dire, il atteint un total de points à la fin de l'année de 8370. Si on convertit avec le barème actuel, ça fait 15 675 points. Vous n'êtes sans doute pas tous familiers avec le système de points ATP, mais retenez ceci. En 2006, c'est la meilleure performance de l'histoire, et de nos jours, petit spoiler, c'est la seconde. Mais ce qui marque encore plus, c'est que Nadal, deuxième du classement, en a la moitié. Mais surtout, que le troisième du classement n'en a même pas 3000. On a donc l'impression que Roger est intouchable. Sauf qu'en regardant plus en détail, on se rend compte qu'un jeune Espagnol lui donne du fil à retordre. It's Nadal with championship point. He's done it. He's done it. Sur les 17 tournois que Roger a disputés cette année, il a fait 16 finales et en a gagné 12. Et les 4 perdus l'ont toutes été face à Rafael Nadal. Notamment une en particulier, celle de Roland Garros 2006. Une finale qui, si Roger l'avait gagnée, lui aurait permis d'accomplir l'exploit de réaliser un grand chelem calendaire. Ça aurait été beau, très beau, même magnifique, mais le jeune Espagnol a brisé ce rêve. On pourrait donc penser que le public développe naturellement une animosité pour le Mallorquin. Mais au final, l'atmosphère qui se crée est bien différente. Car c'est de l'affection qui se développe pour ce duo de tête. Comme si l'arrivée de Rafa ajoutait du piquant ou plus largement une sensation de saveur. Maintenant, Roger n'étant plus seul en tête, il y a davantage de suspense. Et en plus, le fait que tous les opposent, que ce soit dans leur jeu, leur surface favorite, leur culture ou encore leur main dominante, crée paradoxalement une forme d'harmonie inattendue. Une beauté née d'un contraste qui va décupler l'affection que le public leur porte. Mais ces différences vont aussi lancer un débat. Qui est réellement le plus fort en termes de niveau brut ? Oui, car Roger domine largement sur gazon et est actuellement à 48 victoires consécutives sur cette surface. A l'inverse, Rafa domine sur terre battue et lui à 72 victoires consécutives. De ce fait, quand Roger bat Rafa sur gazon, c'est normal. Et quand Rafa bat Roger sur terre battue, c'est aussi normal. Comment donc savoir qui est réellement le plus fort sans que ce soit en quelque sorte la surface qui décide ? Eh ben, pour espérer clore le débat, il faut un petit peu de créativité. Ce que vous êtes en train de voir, ça n'a pas été généré par une IA. C'est bien réel, ça s'appelle la bataille des surfaces et ça se déroule le 2 mai 2007. L'idée est simple, un cours mi-gazon, mi-terre battue. Comme cela, on devrait enfin pouvoir déterminer qui a le niveau brut le plus élevé. Mais bien qu'au premier abord, ça semble l'idée parfaite pour les départager, dans les faits, ça n'est pas le cas. Un tel cours crée un échange cassé à cause de la différence de vitesse de rebond des deux surfaces. Du coup, celui qui construit est désavantagé et celui qui défend et renvoie en fond de cours est avantagé. Logiquement, c'est donc Nadal qui s'impose bien que le score final soit assez serré. Mais alors qu'à l'image de ce match, les esprits cherchent consciemment à les départager, les cœurs, eux, veulent juste vibrer. Les deux rivaux se retrouvent encore une fois en finale de Roland Garros et Wimbledon. Et encore une fois, Rafa gagne à Roland et Roger à Wimbledon. Jusque-là, tout semble normal. Mais cette année, quelque chose a changé, ou du moins, évolué. Ça ne se passe pas sur terre battue car Nadal domine beaucoup trop cette surface, mais ça se passe sur gazon. En fait, les années précédentes, Federer semblait intouchable sur cette surface. Mais cette année, il aura eu besoin de 5 sets pour venir à bout du terrien. On sent que ce dernier est grandement monté en puissance. Mais pour l'instant, Wimbledon reste encore le jardin de Roger. Et la fin d'année 2007 montre qu'au-delà de Wimbledon, le circuit ATP reste la propriété du Suisse, car il gagne l'US Open et le tournoi des Masters.
Le tournoi des Masters ou ATP Finals, c'est juste après les 4 tournois du Grand Chelem, le tournoi le plus prestigieux. Et en 2007, à 26 ans, Roger Federer vient pour la 3e fois de gagner 3 des 4 tournois du Grand Chelem et le tournoi des Masters. En fait, c'est simple, sur le circuit ATP, il a presque tout gagné et regagné. Mais un tournoi lui résiste encore. Un tournoi du Grand Chelem dans lequel son principal rival excelle, mais surtout, l'empêche de gagner. Depuis 2 ans, Roger et Rafa se retrouvent en finale de Roland-Garros. Et à chaque fois, c'est Rafa qui gagne. Et 1 an plus tard, en 2008, rebelote. Ils se retrouvent encore face à face en finale à Porte d'Auteuil. Mais cette fois-ci, c'est pire que d'habitude. Ce jour-là, Nadal est trop puissant, trop déterminé. Comme à son habitude, il martèle le revers de Federer avec un coup droit très lifté. Lift qui génère un rebond haut et qui est d'autant plus amplifié par la terre battue, la surface qui fait le plus monter les balles. Une hauteur donc difficile à négocier, surtout pour un revers à une main comme celui de Federer. Bien qu'une telle technique soit d'une grande élégance et permette plus de variété de coups, elle est une faiblesse face aux balles hautes. Et aujourd'hui, elle est mise à mal comme rarement. Ce qui donne le score final de 6-1, 6-3 et même 6-0 au dernier set. C'est tout simplement la 2e plus lourde défaite de l'histoire pour une finale de Grand Chelem. Roger Federer, le maestro, vient de subir la pire humiliation de sa carrière. Et Rafael Nadal vient d'asseoir encore plus sa domination sur terre battue ainsi qu'à Roland-Garros. Et avec cette victoire, l'écart de points entre les deux rivaux se resserre. Mais Roger a une occasion en or pour prendre de l'avance. Le tournoi de Wimbledon, son jardin qu'il remporte depuis 5 années consécutives, arrive d'ici quelques semaines. C'est donc l'occasion parfaite pour distancer son principal rival. Mais dès l'entrée des joueurs, on sent une détermination immense chez Rafa. Ce match, c'est l'occasion pour lui de marquer l'histoire, en réalisant ce que beaucoup considèrent comme impossible, battre Roger Federer dans son jardin. Mais en face, la victoire est impérative pour le maître des lieux. Tout d'abord, pour distancer son rival au classement ATP, mais surtout pour sa confiance. Après l'humiliation de Roland-Garros, il doit absolument remettre les pendules à l'heure. Sauf que dès les premiers sets, quelque chose cloche. Le maestro, le roi de Wimbledon, est mené de 7 à rien. Une situation qu'il n'avait encore jamais connue depuis sa première victoire en 2003. Mais il semblerait que l'humiliation récente de Roland-Garros ait laissé une plaie qui n'a pas encore cicatrisé. Sauf que Roger reste Roger. Dans un 3e set très accroché et perturbé par la pluie, il finit par s'imposer au tie-break. Tie-break que les deux joueurs vont également atteindre au 4e set. Mais ce jeu décisif n'est pas comme les autres. Ce que vous venez de voir, ce n'est pas simplement un tie-break remporté par Roger Federer, c'est un enchaînement de prouesses. Évidemment, il y a le premier point exceptionnel, mais il y a surtout cette série de passings. Alors que Rafael Nadal avait une balle de match sur son service, qu'il a obtenu grâce à un passing incroyable trouvé au meilleur des moments, Roger Federer répond de la meilleure des façons, en sauvant cette balle de match, lui aussi avec un passing incroyable. Cet enchaînement donne presque l'impression que c'est écrit pour le cinéma. Et la suite semble elle aussi provenir d'un scénario de film. Dans un 5e set extrêmement serré et de nouveau interrompu par la pluie, les deux joueurs se retrouvent à 6 partout alors que la nuit est en train de tomber. Mais en 2008 à Wimbledon, il n'y a pas de tie-break au 5e set. Il faut donc 2 jeux d'écart pour gagner. Sauf que vu comme le match est serré, on voit mal un des deux hommes réussir à avoir cet écart. Ça se confirme rapidement car on est maintenant à 7 jeux partout. Mais au jeu suivant, quelque chose d'anormal pour ce match se produit.
C'est le premier break depuis 3 sets, et Rafael Nadal l'a gagné au meilleur des moments. Il a maintenant un jeu sur son service pour détrôner le roi de Wimbledon. Well, no wonder people stand. There's a new man at the head of men's tennis. Rafael Nadal. 6-7, 6-7, 9-7. Rafael Nadal vient de réaliser l'impossible. Battre sur son terrain, dans son jardin, le roi incontesté de Wimbledon. Ce n'est pas seulement une victoire, c'est une conquête. Celle d'un jeune Espagnol de 22 ans qui, après des années à dominer la terre battue, vient de franchir la frontière du gazon. Ce soir-là, Nadal ne gagne pas seulement un titre, il gagne aussi le respect d'une partie du public qui ne voyait en lui qu'un roi de la terre battue. Et en face, Federer perd beaucoup. Il perd évidemment son titre, mais quelques semaines plus tard, il va perdre bien plus. Car lors des JO de 2008, il s'arrête en quart de finale alors que Nadal, lui, gagne la médaille d'or et les 400 points ATP qui vont avec. 400 points qui ont une importance folle, car ils permettent à Rafael Nadal, 22 ans, de devenir pour la première fois de sa carrière numéro 1 mondial devant Roger Federer. Le monde du tennis vient de vivre en moins de 2 mois 3 bouleversements immenses. La fin du règne de Roger à Wimbledon, un nouveau numéro 1 mondial après l'exploit des 237 semaines consécutives de Roger, mais surtout, le plus beau match de l'histoire du tennis. Et je vous spoil un petit peu pour la suite, mais la finale de Wimbledon 2008 est encore considérée par beaucoup comme le plus grand match de tennis de tous les temps. Alors certes, le cœur des supporters penchait davantage pour Federer, mais avec ce match, les deux rivaux ont offert au public, quel que soit le joueur qu'ils soutenaient, l'un des plus grands moments de l'histoire du sport. Et après ce moment historique, les deux leaders du classement ont 2 missions bien différentes. Nadal doit confirmer, et Federer, lui, doit se relever. Ce qu'il va d'ailleurs rapidement faire en remportant l'US Open, qui est le dernier tournoi du Grand Chelem de l'année. C'est un bon point de départ, mais pour redevenir numéro 1 mondial, il faudrait, même si ce n'est pas obligatoire, battre Rafael Nadal. Et il en a justement l'occasion au tout début de l'année 2009, en finale de l'Open d'Australie. Les deux rivaux se retrouvent encore une fois en finale d'un tournoi du Grand Chelem. Mais cette fois-ci, aucun n'est sur sa surface de prédilection, car aujourd'hui, le match se dispute sur dur. Une surface à mi-chemin entre le gazon et la terre battue, car là où le gazon fait fuser les rebonds, la terre battue les ralentit. Mais le dur, lui, offre une vitesse intermédiaire. Sauf qu'il y a un paramètre supplémentaire à prendre en compte. Le match se passe en extérieur. Une condition qui d'habitude convient un petit peu plus à Rafa qu'à Roger. Néanmoins, rien à voir avec leur domination respective sur les deux autres surfaces. Personne n'est donc vraiment avantagé. Et ça va se refléter dans le score, car les rivaux gagnent un set sur 2. Rafa gagne le premier ainsi que le troisième, et Roger le second ainsi que le quatrième. Maintenant, il leur reste un set. Un set impératif pour chacun, mais pour des raisons différentes. Pour Rafa, ce set lui permettrait d'asseoir sa place de numéro 1 mondial et de dissiper les éventuels doutes sur la légitimité de son statut. Et pour Roger, ce set lui permettrait d'enfin casser sa série infernale de défaites contre Rafa. Ce dernier set était à sens unique. Rafael Nadal, le numéro 1 mondial, a prouvé que c'était bien lui le patron. Et au-delà d'asseoir encore plus son statut, ce qu'il vient de réaliser, c'est une première pour lui. C'est la première fois qu'il remporte l'Open d'Australie. On sent depuis quelque temps une montée en puissance du Mallorquin.
Là où avant sa victoire à Wimbledon, il traînait encore l'étiquette d'un joueur quasi exclusif à la terre battue, il a montré ces derniers mois qu'il est capable de gagner des grands tournois sur toutes les surfaces. C'est donc une victoire terriblement importante pour lui. Et en face, c'est un troisième coup de massue pour Roger. Mais c'est aussi la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Maybe I'll try later again. I don't know. God, it's killing me. Trois défaites d'affilée en finale de Grand Chelem contre sa bête noire Rafael Nadal. C'est trop dur. Il a beau être un immense champion, il n'a pas pu retenir ses larmes ce soir. Mais alors qu'on pourrait penser, comme dans la plupart des rivalités, que c'est l'animosité qui l'emporte, ici, c'est tout le contraire. First of all, Rog, sorry for today. I know, yeah, I really know how you feel right now. It's really tough, but you remember you are a great champion. You are one of the best of the history. You're gonna improve the 14 of Samba for sure. On sent un immense respect entre ces deux légendes et un Nadal presque gêné d'avoir privé Federer d'un 14e Grand Chelem, un titre qui lui aurait permis d'égaler le record actuel de Pete Sampras. Mais ce n'est que le début de la saison. Il reste encore 3 Grands Chelems à disputer, Roger a donc encore une chance d'égaler, voire de dépasser, ce record cette année. Et Rafa, lui, est sur une superbe lancée pour asseoir encore plus sa domination sur le tennis mondial. Mais 6 mois plus tard à Roland-Garros, dans l'antre du Mallorquin, quelque chose cloche. Rafael Nadal, numéro 1 mondial, mais surtout maître incontesté à Porte d'Auteuil, est à un tie-break de perdre son 8e de finale face au 25e mondial. Il provoque la faute, le premier. Il l'entame mieux, c'est sûr. Long échange, surprenant échange, et finalement, c'est Soderling dans la filière longue qui s'impose. C'est beau ce que fait Soderling. C'est gagné impossible et il l'a fait. Robin Soderling a sorti Rafael Nadal du tournoi de Roland-Garros. Le numéro 1 mondial vient de perdre en 8e de finale face au 25e mondial. C'est un tremblement de terre dans le monde du tennis. Personne ne comprend vraiment ce qu'il s'est passé, mais on apprendra plus tard que Rafa était dans une phase très compliquée de sa vie à cause du divorce récent de ses parents, eux qui étaient un pilier pour lui. Et le grand public découvre son bourreau, un certain Robin Soderling. Il est suédois, n'a jamais gagné de Grand Chelem, n'était absolument pas favori pour ce match, mais vient de le gagner en 4-7. Une victoire aussi incroyable qu'inattendue, mais une victoire qui va sembler de moins en moins invraisemblable au fur et à mesure des phases finales. Car bien qu'il soit 25e mondial, Robin Soderling réussit à se hisser en finale de Roland-Garros. C'est sa première finale de Grand Chelem, et face à lui se dresse Roger Federer. Le maestro, qui a presque tout gagné sur le circuit ATP, se retrouve encore une fois en finale du tournoi qu'il n'a jamais gagné. Mais cette année, son principal rival, Rafael Nadal, le maître de la terre battue, n'est pas là. C'est son bourreau qu'il remplace, et c'est peut-être l'occasion ou jamais pour Roger de gagner Roland-Garros. Federer. Et second manche, Federer. On manche à 0. Pour la première fois de sa carrière, Roger Federer vient de gagner Roland-Garros. Au-delà d'une victoire, c'est un immense soulagement pour lui. Ce tournoi qui le fuyait depuis trop longtemps devenait presque une malédiction, et certains affirmaient qu'il n'allait jamais le gagner. Ça peut être ma victoire la plus grande, ou certainement qui m'enlève la plus de pression. Je pense maintenant jusqu'à la reste de ma carrière, je peux vraiment jouer tranquillement et jamais entendre que je ne vais jamais gagner Roland-Garros. Comme il le dit, cette victoire c'est peut-être sa plus grande, car en plus du soulagement qu'elle procure, elle lui fait égaler Pete Sampras en devenant le 2e homme de l'histoire à gagner 14 Grands Chelems. Et en plus, le prochain tournoi du Grand Chelem qui arrive,
c'est de loin son préféré. Wimbledon débute d'ici quelques semaines, c'est donc l'occasion parfaite de devenir le tennisman le plus titré de l'histoire en Grand Chelem. Mais il n'est plus champion en titre, et Rafa va sûrement se nourrir de sa défaite récente pour revenir encore plus fort. Sauf qu'un imprévu va tout changer pour le Mallorquin. Rafael Nadal, déjà habitué des blessures, souffre de tendinite au genou, à tel point qu'il va devoir déclarer forfait pour Wimbledon. Ainsi, Roger Federer, après avoir disputé les phases finales de Roland-Garros sans sa bête noire, s'apprête à jouer Wimbledon dans les mêmes conditions. Et ça va bien se passer pour lui, car à l'issue d'une finale encore plus serrée que l'année dernière, Roger remporte pour la 6e fois Wimbledon. Mais ça ne s'arrête pas là, car c'est son 15e titre en Grand Chelem. Il devient donc le tennisman le plus titré de l'histoire dans cette catégorie de tournoi. Il est de nouveau le roi de Wimbledon, il vient de battre le record de Grand Chelem de Pete Sampras, mais il y a encore autre chose. Quelque chose d'incroyable pour lui, mais de terrible pour Rafa. Roger Federer vient de redevenir numéro 1 mondial. C'est donc un double coup dur pour le Mallorquin. Au-delà de lui faire renoncer à des tournois, sa blessure lui fait perdre sa place de numéro 1. Et l'année 2010 qui débute commence assez mal pour notre Espagnol, car il perd en quart de finale de l'Open d'Australie, alors que de son côté, Roger remporte ce tournoi. Rafa va même tomber à la 4e place mondiale, une place qu'il n'a plus occupée depuis mai 2005. Mais il a une force qui s'exprime particulièrement dans les pires moments. Rafael Nadal est un guerrier dans l'âme. Jour après jour, il ne va rien lâcher pour retrouver son meilleur niveau. Un travail qui va rapidement payer, car il gagne 3 Master 1000, dont celui de Madrid avec une finale face à Roger. Puis ensuite, tout va s'enchaîner très vite. Il gagne son 6e Roland-Garros, son 2e Wimbledon et son premier US Open, ce qui constitue son premier petit chelem. Mais surtout, il regagne la place de numéro 1 mondial. Et comme d'habitude pour conclure l'année, il reste un tournoi, le tournoi des Masters, qui regroupe les 8 meilleurs joueurs de la saison. Et fin 2010, Rafa a presque tout gagné dans sa jeune carrière. Il a remporté, étalé sur plusieurs années, les 4 tournois du Grand Chelem. Il a été champion olympique en 2008, a déjà gagné 3 Coupes Davis et une bonne partie des Masters 1000. Mais un titre lui résiste encore. Ce fameux tournoi des Masters fuit toujours le Mallorquin. Sauf qu'en 2010, il semble au sommet de sa forme. Et ça se confirme vite, car il atteint pour la première fois de sa carrière la finale de ce tournoi de clôture. Mais face à lui, se dresse son plus grand rival. Roger Federer a fait une année moins bonne que les précédentes. Il n'a gagné qu'un tournoi du Grand Chelem et n'a pas atteint les finales des 3 autres. Mais lors de cette édition 2010 du tournoi des Masters, il marche sur l'eau et arrive facilement en finale sans avoir perdu un seul set. Cette finale, c'est donc l'homme le plus en forme de la saison face au plus en forme du tournoi. « 6-3 d'un côté, 6-3 de l'autre. Les deux leaders du classement se rendent coup pour coup. Mais contrairement au tournoi du Grand Chelem, le tournoi des Masters se joue en 2 sets gagnants. Le 3e set qui est sur le point de démarrer sera donc le dernier. Le maestro remporte pour la 5e fois le tournoi des Masters et prive Rafael Nadal, pourtant l'homme le plus en forme de la saison, d'un titre qui le fuit depuis trop longtemps. Et par la même occasion, il montre sa supériorité sur son rival quand le match se déroule sur une surface dure en intérieur. Alors qu'en extérieur, toujours sur une surface dure, Rafa a un petit peu le dessus sur Roger. Ça peut paraître étonnant que pour une même surface, l'environnement joue autant, mais quand on regarde de plus près, on s'aperçoit que des détails peuvent au final avoir un impact non négligeable. Car pour un joueur chirurgical comme Federer, des perturbations extérieures agissent un petit peu comme un grain de sable qui entraverait une mécanique parfaite. Mais aussi, les conditions en plein air apportent du vent et une température instable. Le vent augmente la résistance à l'air de la balle, ce qui la ralentit. Et la température faible ralentit également cette dernière. Le jeu en devient donc plus lent, il est donc plus facile d'être à temps sur la balle pour la renvoyer et les échanges s'en trouvent donc allongés. Une configuration que Nadal adore. Et cette théorie va se confirmer l'année suivante en demi-finale du Master 1000 de Miami, qui se joue sur dur extérieur.
Rafa va largement dominer cette partie et s'imposer 6-3, 6-2. Et cette année, en 2011, les surfaces sur lesquelles se rencontrent les deux rivaux semblent toutes à l'avantage de l'Espagnol. Au tournoi de Madrid par exemple, qui se déroule sur terre battue, bien que Roger réussisse à gagner le premier set, le match sera à sens unique pour Rafa dans les deux derniers. Et leur rencontre suivante s'annonce encore à sens unique. Ils se retrouvent une nouvelle fois en finale de Roland-Garros et personne ne croit vraiment à la victoire de Roger. Mais les deux premiers sets sont bien plus disputés que d'habitude. Certes, Rafa les remporte, mais les scores sont respectivement 7-5 et 7-6, ce qui est anormalement serré à Roland-Garros pour une telle affiche. Mais Nadal n'a plus qu'un set à gagner, alors que Federer a encore tout à faire pour remporter ce match. He's become too predictable. Well, enjoy your Sunday brunch and stay. Roger Federer vient de revenir dans le match. Alors forcément à ce moment, deux clans s'opposent. Ceux qui veulent que le roi de Roland-Garros garde sa couronne et ceux qui espèrent un exploit du Suisse. Malgré l'espoir qu'a créé Roger avec le gain du troisième set, le maître des lieux reste encore et toujours Rafael Nadal. C'est son 6e Roland-Garros, et bien que le match fût beaucoup plus serré que d'habitude, on a l'impression qu'il est tout simplement imprenable sur terre battue. Mais quelques semaines plus tard, un bouleversement va se produire. Ça n'a rien à voir avec la terre battue, mais ça a à voir avec le classement ATP. Je ne vous en ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais depuis quelque temps, un troisième protagoniste talonne le duo de tête, et même parfois s'y immisce. Duo qui pourtant était à la base très loin devant les autres compétiteurs et personne ne semblait vraiment pouvoir faire peur aux deux leaders. Mais au fur et à mesure des années, cet autre joueur a commencé à leur tenir tête dans plusieurs tournois, notamment les tournois du Grand Chelem. Et une date est particulièrement importante pour ce joueur. Il s'agit du 3 juillet 2011. Novak Djokovic, serbe et âgé de 24 ans, vient de gagner pour la première fois de sa carrière le tournoi de Wimbledon. Mais surtout, avec cette victoire, il devient le nouveau numéro 1 mondial. C'est la première fois depuis 2004 que le leader du classement n'est ni Roger Federer, ni Rafael Nadal. Et c'est un vrai bouleversement pour le monde du tennis, car l'ancien duo de tête semblait presque impossible à déloger. Mais aujourd'hui, Novak Djokovic l'a fait. Et ce n'est que le début, car son année 2011 est tout simplement monstrueuse. 10 titres remportés, dont 3 tournois du Grand Chelem, avec un bilan exceptionnel de 70 victoires pour seulement 6 défaites. Cette année, il ne laisse presque aucune place aux autres. Et comme à chaque fin d'année, le tournoi des Masters est là pour conclure la saison. Djoko écrasant tout sur son passage, on s'attend à une énorme domination de sa part. Mais il arrive à ce tournoi de clôture, affaibli par une blessure à l'épaule, et ne sortira donc pas des poules. Ça semble donc laisser le champ libre à Roger et Rafa, mais la deuxième moitié de l'année 2011 fut assez spéciale pour un des deux. Rafael Nadal a, comme vous le savez, perdu sa place de numéro 1 mondial au profit de Novak Djokovic. Mais surtout, ils se sont affrontés 6 fois en 2011. C'était à chaque fois des finales, et Rafa les a toutes perdues. Et même s'il est un guerrier dans l'âme, ces 6 finales perdues contre le même adversaire l'ont impacté. Il arrive donc en cette fin d'année 2011, affaibli mentalement et même physiquement. Ce qui va vite se voir, car Roger n'en fait qu'une bouchée lors des phases de poule. En seulement 1 heure, il écrase Rafa 6-3, 6-0. Et comme si ça ne suffisait pas, Roger finit par gagner le tournoi des Masters 2011. C'est son 6e et c'est un record. Personne avant lui n'en avait gagné 6. Et alors que le Suisse établit des records dans ce tournoi, Rafa lui ne l'a toujours pas remporté. Il va donc falloir qu'il encaisse un nouveau coup dur et qu'il trouve la force de revenir. Ce qu'il semble d'ailleurs plutôt bien faire, car il se hisse en demi-finale de l'Open d'Australie, le premier Grand Chelem de l'année 2012. Et encore une fois, il retrouve son meilleur ennemi.
take a rare one. First set's over. Nearly an hour it takes. Federer looked as though he was going to achieve that result early on. He had to fight so hard to do it, but he's got the first blow in the semi-final. 7 games to 6 in favour of Roger Federer. Le match est extrêmement serré et Roger gagne de justesse le premier set au tie-break. Maintenant, il lui en manque 2 pour gagner, alors que Rafa a encore tout à faire. See, we're going to 4 at least. Federer broken to love the game after the fireworks display. It'll be interesting to get his take on that after the match. He's come up with a couple of massive holds of serve in this third set. Well, that whooshing sound that you hear is Rafa and Uncle Tony and all of his support staff breathing a big sigh of relief. Sur un ultime coup droit croisé du Suisse, Rafael Nadal remporte sa demi-finale. Il prend sa revanche sur l'écrasante défaite que lui avait infligée Roger au tournoi des Masters. Maintenant, il lui reste à confirmer qu'il a bel et bien retrouvé un niveau digne de ses ambitions. Et pour cela, son principal adversaire du moment l'attend en finale du tournoi. Dans un match extrêmement serré, les deux joueurs se retrouvent à 5 partout au 5e set. Mais sur le service de Rafa, Novak est à une balle de breaker au meilleur des moments. Djokovic marches purposefully towards the chair, knowing that in a moment he'll be serving for the championship in 2012. Maintenant c'est simple, Rafa doit absolument débreaker pour rester dans le match. Oh boy. Whoa, whoa, whoa. Oh, he's got to be his own worst enemy, Novak Djokovic. That is just for a man in his position at that stage of a match. He's got to be crazy not to go to the net on 3 occasions during that rally. 40-30 pour Rafa sur le service de Novak. S'il y a bien un moment pour marquer un point, c'est maintenant. Well done. Was kind to him, the next time not. When they write the story of the great tennis matches ever played, this one has got to be right up the front of the book. Malgré tous ses efforts, Rafael Nadal n'aura pas réussi à faire tomber Novak Djokovic. Certes, il perd de peu, mais c'est sa 7e défaite en finale face à Djoko qui devient de plus en plus clairement sa bête noire. Un peu comme Rafa l'était pour Roger. Mais au-delà de cette nouvelle rivalité qui est en train de naître, l'année 2012 est le théâtre d'un changement majeur. Un changement qui avait déjà fortement commencé en 2011, mais c'est en 2012 qu'il s'illustre parfaitement. Cette année, les 4 tournois du Grand Chelem ont été remportés par 4 joueurs différents. Novak Djokovic a remporté l'Open d'Australie. Rafael Nadal Roland-Garros, Roger Federer Wimbledon et Andy Murray l'US Open. Une telle configuration, c'est totalement inhabituel.
car entre 2004 et 2010, 24 des 28 tournois du Grand Chelem ont été remportés soit par Roger, soit par Rafa. On sent donc une bascule, un changement majeur dans la hiérarchie du tennis mondial. Le duo de tête, qui semblait imbattable, a été remplacé tout d'abord par un trio de tête, que les gens appellent le Big Three. Mais ce trio a évolué pour devenir le Big Four, un quatuor de tête qui écrase la concurrence. Et à ce moment, la rivalité Nadal-Federer passe au second plan. Là où elle captait toute l'attention entre 2005 et 2010, en 2012, c'est le Big Four qui est le centre de gravité du tennis mondial. Et cela jusqu'en 2017. Pendant ces 5 années, au-delà de ne plus être exclusivement le centre de l'attention, Roger et Rafa s'affrontent plus rarement et dans des matchs avec moins d'enjeux. Alors attention, même si leur rivalité a perdu de sa superbe, de leur côté ils réalisent quand même de grandes choses. Moins qu'avant certes, mais Roger redevient numéro 1 mondial pendant 4 mois fin 2012 et Rafa reprend la tête du classement pendant 9 mois, de fin 2013 à mi-2014. Mais les années 2015 et 2016 sont bien plus compliquées. Aucun titre du Grand Chelem, mais surtout de nombreuses blessures. Notamment le poignet pour Rafa et le genou pour Roger. Et inévitablement, leur place dans le classement en prennent un coup. À tel point qu'en janvier 2017, Rafael Nadal est à la 9e place mondiale et Roger Federer à la 17e. Ça semble presque irréel que ces deux prodiges du tennis soient aussi bas dans la hiérarchie. Alors forcément, les gens se questionnent. Concernant Roger, sa blessure au genou nécessite une opération et l'écarte pendant 6 mois des compétitions. Mais ce n'est pas sa seule blessure, car il se bat avec son corps depuis 4 saisons. À maintenant 35 ans, on se demande même si ce n'est pas la fin de sa carrière. Et son rival, lui, est un habitué des blessures. À tel point qu'à cause du syndrome de Müller-Weiss, une maladie incurable qui provoque la nécrose progressive d'un petit os du pied, Rafa a failli arrêter sa carrière en 2005, alors qu'elle venait à peine de commencer. Et par la suite, les blessures ne l'ont plus lâché, le poussant même à déclarer forfait il y a 6 mois à Roland-Garros et à faire de même à Wimbledon. On se demande donc si son corps peut encore encaisser l'intensité du très haut niveau, ou si à 30 ans, il va le pousser vers une fin de carrière prématurée. Pour nos deux légendes du tennis mondial, un parfum de fin de carrière flotte dans l'air. Mais l'impensable est sur le point de se produire. Le maestro et le taureau de Manacor viennent tous les deux de remporter les demi-finales de l'Open d'Australie 2017. Ça faisait 1 an que Roger n'avait plus atteint une finale de Grand Chelem et plus de 2 ans pour Rafa. Mais surtout, ça faisait 5 ans et demi qu'il ne s'était plus retrouvé en finale d'un des 4 plus grands tournois. Et après toutes les difficultés traversées, au-delà de l'exploit que représente leur présence à ce stade de la compétition, cette rencontre a des allures de voyage dans le temps. Comme si l'espace d'un instant, leur rivalité refaisait surface. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. Car au-delà de refaire surface, elle retrouve aussi et surtout sa grandeur. Vintage Nadal. Dans ce match, les deux trentenaires affichent un niveau tout simplement hors norme. Alors que beaucoup les avaient déjà relégués au passé, ils prouvent en ce moment même le contraire, en pratiquant un tennis digne de leurs plus grandes années, voire peut-être supérieur. Et pour couronner le tout, ils tiennent en haleine le public en se rendant coup pour coup et remportant chacun 2 sets. Bien que les cotes Winamax indiquaient avant ce match que Nadal était favori, pour l'instant, personne n'ose se prononcer sur l'issue de la rencontre. Tout va se jouer dans le dernier set. Here we go. Rafa
semble prendre le dessus sur Roger dans ce 5e set. Lui, qui est un guerrier dans l'âme et qui excelle dans ses matchs à rallonge, donne l'impression de s'envoler vers le titre. Le maestro, du haut de ses 35 ans, est revenu à 3 jeux partout. Tout est donc remis à 0 dans ce set, et cela pour le plus grand bonheur du public. On est maintenant à 4-3 pour Roger et 40 sur le service de Rafa. Le suspense est à son comble et le niveau de jeu ne faiblit pas. Ce spectacle que les deux légendes trentenaires produisent est aussi inattendu qu'hors du commun. Et le point suivant, qui arrive au bout de 3h27 de jeu, est tout simplement un des plus beaux de l'histoire du tennis. Avec cet échange d'exception, Roger prend l'avantage, finit par breaker Rafa et se retrouve quelques minutes plus tard à servir pour le gain du match. Mais que se passe-t-il? Il n'y a eu aucune annonce indiquant que la balle est fausse, mais est-ce parce qu'elle est bonne ou bien parce que le juge de ligne n'a pas osé se prononcer? À ce moment, les secondes deviennent des minutes. La tension est à son paroxysme, tout le monde retient son souffle et attend une seule chose, que la vidéo donne le verdict. À 35 ans, Roger Federer vient de réaliser un des plus beaux comebacks de l'histoire du sport. Alors que la majorité pensait que sa carrière était largement terminée, le maestro vient de remporter son 18e Grand Chelem et reste encore et toujours le tennisman le plus titré de cette catégorie de tournoi. Mais au-delà de cette victoire incroyable, le plus marquant ce soir c'est le match en tant que tel. Le niveau de jeu proposé et le suspense jusqu'aux dernières secondes fait rentrer cette rencontre dans l'histoire et montre que la rivalité Nadal-Federer existe encore. Une rivalité marquée par des duels incroyables, mais surtout par un respect immuable. Well, good evening everybody. First of all, just can say congrats to Roger and all his team. Just amazing the way that he's playing after such a long time without being on the tour. No? So that's just very difficult to make that happen. So for sure you have been working a lot to make that happen. So well done, congrats. Feel very happy for you. Et le plus étonnant avec ce respect, c'est que cette rivalité a privé chacun des deux rivaux de titres majeurs. Surtout Roger d'ailleurs, car sans Rafa, il aurait peut-être pu réussir 2 grands chelems calendaires d'affilée en 2006 et 2007, ce qui aurait été le plus grand exploit de l'histoire du tennis. Mais l'Espagnol lui a barré la route 2 années de suite en finale de Roland-Garros. Et malgré cela, bien que Rafa ait été indéniablement la bête noire de Roger et qu'il ait brisé une bonne partie de ses rêves, les deux ont toujours fait preuve d'un immense respect. Un respect qui au fil des années s'est même transformé en amitié. Un fait rarissime dans le sport de haut niveau, surtout quand l'un domine régulièrement l'autre. Mais cette dynamique est sur le point de changer. Non pas à cause d'une perte d'amitié ou de respect, mais parce que l'identité de la bête noire va peu à peu s'inverser. En 2017, les deux rivaux se sont affrontés 4 fois, et 3 des 4 cotes Winamax étaient donc logiquement en faveur de Rafa. Mais Roger a défié les pronostics. Quatre matchs,
qui ont à chaque fois été remportées par Roger. Et ces victoires ne sont pas anodines, car elles privent Rafa de 2 titres de Master 1000 qu'il n'a encore jamais gagnés, le Master 1000 de Miami et de Shanghai. Et si on prend en compte leur dernière confrontation avant 2017, qui est l'Open de Bâle de 2015, on est sur une série de 5 défaites consécutives de Rafa face à Roger. La tendance semble donc s'être inversée. Et malgré ce changement, quelque chose n'a pas bougé. Enfin plutôt, a refait surface. Le 11 septembre 2017, Rafael Nadal 31 ans et Roger Federer 36 ans sont de nouveau premier et deuxième mondial. 6 ans après avoir été évincés par la montée en puissance de Djokovic puis de Murray, les deux géants reprennent leur trône. À ce moment, on a presque l'impression que le temps s'est inversé. Et ce retour au sommet ne passe pas inaperçu. Il fascine d'un côté, émeut de l'autre, mais surtout, il rassemble. Car il offre une parenthèse presque irréelle où Rafa et Roger font revivre, l'espace d'un instant, la grandeur de leur rivalité. Une dernière danse qui va durer 1 an et 2 mois, mais dans laquelle ils ne vont s'affronter qu'une seule fois et c'est Roger qui va gagner. Sauf que malgré cette victoire, Rafa sera 80% du temps premier et Roger seulement donc 20%. Mais peu importe, ce que le public veut, c'est de nouvelles confrontations de légende. Et paradoxalement, il faut attendre qu'il ne soit plus à la tête du classement pour qu'ils s'affrontent de nouveau dans 2 matchs. Sauf qu'on se doute à l'avance de l'issue de ces 2 rencontres, car la première se déroule à Roland-Garros. La cote Winamax est de 1,14 pour l'Espagnol, contre 6,5 pour le Suisse. C'est énormissime, et c'est donc logiquement Rafa qui l'emporte. La seconde se déroule à Wimbledon, et bien que la cote Winamax soit à l'avantage de Nadal, Federer reste le plus fort sur gazon. Mais à partir de début 2022, une nouvelle forme de rivalité s'installe. Roger, Rafa et Novak comptent chacun 20 titres du Grand Chelem. Ils dominent largement le palmarès, mais chacun ambitionne désormais d'être le plus titré de l'histoire. Et l'Open d'Australie 2022 semble être le tournoi qui va les départager. Alors déjà, 2 choses sont sûres. Roger n'y participera pas, et Novak est le favori. Il est le numéro 1 mondial actuel, mais surtout, il est le plus titré de l'histoire à l'Open d'Australie avec 9 trophées. Sauf qu'en janvier 2022, il faut encore impérativement être vacciné Covid pour pouvoir rentrer sur le sol australien. Novak, lui, ne l'est pas. Mais il a obtenu une exemption médicale de la part de la direction du tournoi. Sauf qu'à son arrivée en Australie, on lui refuse l'entrée sur le territoire et annule son visa. S'ensuit de nombreuses péripéties, on annule l'annulation du visa, on l'inscrit sur le tableau masculin, puis on réannule son visa et l'expulse du pays. L'Open d'Australie 2022 se déroulera donc sans Novak. Et à ce moment, c'est Daniil Medvedev et Alexander Zverev, numéro 2 et 3 mondial, qui deviennent favoris. Mais étonnamment, un des deux n'arrive pas à atteindre la finale. Medvedev est bien là, mais pas de Zverev. À la place, c'est le 6e mondial qui a atteint le dernier match. Et c'est ni plus ni moins que Rafael Nadal. Mais la cote Winamax est de 2,7 pour Nadal contre 1,55 pour Medvedev. Le Russe est donc sur le papier clairement favori. Alors est-ce qu'à 35 ans, Rafa va réussir à renverser les pronostics ? This has been clinical, really. Rafael Nadal, 35 ans, vient de devenir le plus titré de l'histoire en Grand Chelem. C'est un exploit triplement phénoménal. Phénoménal déjà au vu du scénario de la finale où il a perdu les 2 premiers sets. Phénoménal après une année 2021 catastrophique à cause de blessures. Et évidemment phénoménal d'être le plus titré en Grand Chelem. Un palmarès qu'il va d'ailleurs étoffer en remportant son 14e Roland-Garros quelques mois plus tard. Ça porte son total de Grand Chelem à 22. Mais paradoxalement, ce n'est peut-être pas ça le plus impressionnant. Car beaucoup estiment que ces 14 Roland-Garros gagnés sont le plus grand exploit de l'histoire du sport. Pas que du tennis, mais de tous les sports. Évidemment, ça reste subjectif, mais quand on prend en compte qu'il a établi ce record à une période où il était en concurrence avec Roger et Novak, les 2 autres plus grands tennisman de l'histoire, ça se comprend que beaucoup pensent cela. Mi-2022, c'est donc clairement officiel. Rafael Nadal a gagné plus de Grands Chelems que n'importe qui, mais surtout, plus que Roger Federer. Et ce genre de comparaison entre ces 2 légendes du tennis, on pourrait en faire beaucoup.
Au niveau des surfaces déjà, Nadal est plus fort sur terre battue et dur extérieur, alors que Federer, lui, l'est sur gazon et dur intérieur. On pourrait aussi étendre ce comparatif au tournoi. Par exemple, Nadal n'a jamais gagné le tournoi des Masters et Federer n'a jamais gagné les JO. Mais au final, est-ce que l'objectif est forcément de les départager ? De vouloir en couronner un au détriment de l'autre ? Car dans cette rivalité qui a davantage des allures d'amitié, est-ce que l'idéal ne serait pas plutôt de les associer, et cela au meilleur des moments ? I am 41 years old. I've played more than 1,500 matches over 24 years. Tennis has treated me more generously than I ever would have dreamt, and now I must recognize when it is time to end my competitive career. The Laver Cup next week in London will be my final ATP event. I will play more tennis in the future, of course, but just not in Grand Slams or on the tour. This is a bittersweet decision because I will miss everything the tour has given me, but at the same time, there is so much to celebrate. I consider myself one of the most fortunate people on earth. I was given a special talent to play tennis, and I did it at a level that I never imagined for much longer than I ever thought possible. Le 15 septembre 2022, Roger Federer, 41 ans et légende du tennis incontesté, annonce qu'il prendra sa retraite à l'issue d'un dernier match fin septembre à la Laver Cup. Et ce match est très particulier. D'un côté évidemment car c'est son dernier, mais surtout car il le fera en double aux côtés de son meilleur ennemi. Roger Federer et Rafael Nadal vont, en guise de dernier match, le jouer ensemble et non l'un contre l'autre. Une dernière danse dont le score de la rencontre n'est pas vraiment le plus important, car quand on y réfléchit, en réalité ce match est un symbole. Le symbole de ce que leur rivalité a toujours été, non pas une simple opposition, mais une histoire écrite ensemble. Celle de deux carrières liées à jamais qui se saluent une dernière fois, unies dans le même camp. Mais ce final ne pouvait pas se faire uniquement à deux, car l'histoire de Roger a été sublimée par deux autres légendes du tennis. Ainsi, le maestro a convié Novak Djokovic et Andy Murray, ces deux autres plus grands rivaux, qui comme un symbole, sont aussi ceux de Rafa. Le Big Four est donc réuni ce soir, non en tant qu'adversaire, mais en tant que frères d'armes. Et deux d'entre eux sont engagés dans un match en double. Un match serré, où ils vont remporter le premier set, perdre le second, et aller jusqu'au tie-break du troisième pour déterminer l'issue de la rencontre. Tie-break qu'ils perdent. That'll do it. Set the match. Team Wood. Success Noah. 4-6, 7-6, 11-9. Mais l'essentiel n'est pas là. Ce que tout le monde retiendra, ce ne sont pas les points gagnés ou perdus, mais les larmes. Les larmes de Roger qui termine officiellement sa carrière, mais surtout, les larmes de Rafa. Oui, Rafael Nadal, qui lui n'a pas encore tiré sa révérence et qui va peut-être encore gagner des titres, pleure. Enfin, pour être exact, il est en sanglots. Car ce soir, ce n'est pas seulement la fin de carrière de son meilleur adversaire, c'est aussi la fin de l'histoire qu'ils ont écrite ensemble. Une histoire née de la rencontre de deux destins qui, sans se croiser, n'auraient jamais eu autant de saveur. Car là où en 2004, Roger était presque imbattable et où chacune de ses victoires était considérée comme normale, elle manquait parfois d'un frisson d'incertitude. Rafa, en y ajoutant de l'adversité, y a surtout ajouté du goût. Car chaque match était plus intense, plus dur, plus impossible, mais du coup, chaque victoire était plus grande, plus folle, plus incroyable. L'un sans l'autre, ils auraient sûrement gagné plus de titres, mais ces titres n'auraient jamais eu autant de saveur. Une saveur qui a engendré l'envie, la motivation, le dépassement de soi, et qui les a poussés à atteindre un niveau qu'ils n'auraient sûrement jamais atteint sans cette rivalité. D'ailleurs, une fois cette dernière terminée, Rafael Nadal n'a plus gagné aucun tournoi. Certes, l'âge et les blessures y sont les principaux responsables, mais la perte de son meilleur ennemi semble aussi avoir impacté son jeu. Sauf que ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il allait le retrouver l'espace d'un instant, pour cette fois-ci, sa cérémonie de fin de carrière. Comme pour Roger, le Big Four était de nouveau réuni en tant que frères d'armes pour célébrer la fin de carrière du plus guerrier d'entre eux. Et au cœur de cette réunion historique, notre duo s'est retrouvé pour vivre un dernier moment uni, alors qu'à l'origine, tout prédestinait à les opposer.